Donc, bienvenue à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce premier webinaire thématique proposé par le parc. Je suis très content de voir la diversité des participants. On a des offices de tourisme, on a des professionnels engagés dans la marque Valeur Parc, agriculteurs comme hébergeurs, comme guides, comme accompagnateurs d'activités de pleine nature. Donc on a un panel très large et très représentatif. Le but de ces webinaires thématiques très courts, donc d'une durée d'1 heure, c'est de vous donner les principales clés de connaissance du territoire du parc, de vous expliquer un petit peu quelles actions le parc mène sur ces thématiques-là. Et puis, il y aura en fin de webinaire, il y a une page récapitulative avec des liens vers des ressources si vous voulez approfondir les sujets. Voilà, donc on a voulu commencer par la thématique biodiversité qui nous semble la plus importante et celle autour de laquelle s'articulent toutes les activités menées par le parc. On traitera ultérieurement de la forêt, de l'eau, de la gestion de la fréquentation ou d'autres thématiques. Merci à Jean-Michel Pirastru, mon collègue qui est donc chargé de mission conservation des espaces et habitats naturels, d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de ces webinaires. Donc le premier, c'est lui qui va le mener. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fil de l'eau pour que Jean-Michel puisse y répondre ou compléter sa présentation le cas échéant. Et voilà, Jean-Michel, je te laisse la main. Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation que je suis en train de partager. J'espère que ça va fonctionner. Est-ce que vous voyez les diapos? Ouais, c'est bon. Oui. Ouais, c'est bon, très bien. Parfait, merci. Donc, je vais essayer de vous transmettre, de vous expliquer un peu les particularités écologiques du territoire qui sont riches et nombreux, qui sont parfois mal connus, mal reconnus. Donc, le premier élément, c'est de considérer donc, le territoire du parc que vous voyez apparaître en vert. Donc, récemment, on s'est étendu vers, vous voyez un petit appendice qui part vers la gauche, là, sur un secteur de zone humide qui s'appelle les marais des Baux, les marais d'Arles. C'est une continuité des marais des Baux. Et donc, voilà, l'extension du parc des Alpiers sur la dernière révision de charte s'est fait sous un angle conservation des espèces. Et ça va notamment, pour ceux qui connaissent, jusqu'à Beauchamp. C'est des milieux naturels qui sont très riches. Mais donc, on voit que donc avec les 17 communes, le massif est situé au centre et on a une situation que j'aime bien appeler comme une île au milieu des plaines. On a ce relief calcaire orienté est-ouest, donc ça c'est un signe du rattachement en fait à tous les chaînes qui existent dans la basse Provence calcaire. Et donc, c'est un phénomène assez similaire, même s'il n'est pas de même échelle et à la même époque que les Pyrénées et des Alpes. Hein. C'est la plaque africaine qui remonte dans l'Europe et ça explique cette orientation est-ouest. Et donc, avec ce massif qui est situé à proximité de grands fleuves, donc on voit apparaître le Rhône et la Durance, et c'est assez aussi déterminant par rapport à la richesse écologique du territoire. Les grands fleuves constituant souvent le squelette des réseaux écologiques, c'est par là que transitent beaucoup d'espèces, et donc on est à cette jonction. Et puis on voit apparaître sur cette photo aérienne assez bien en fait les contrastes et donc la mosaïque de milieu. L'influence des incendies aussi, alors ça c'est une photo aérienne qui a été prise peu de temps après l'incendie de 99 sur le centre du territoire.
Et donc, ça illustre aussi une des grandes problématiques qu'on a. Mais sinon, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espaces forestiers au centre, mais le plus grand massif forestier des Bouches-du-Rhône, avec une trentaine de milliers d'hectares. Donc, la présence sur la partie ouest du territoire, plutôt la grande pinède des Alpilles, et plutôt à l'est, des milieux de garrigues ou de chênaies vertes. Et puis, on voit apparaître en vert plus ou moins fluo des milieux agricoles. Et c'est là qu'il y a une importance qui dit pas mal de choses sur la richesse écologique, dans le sens où beaucoup des espèces qu'on va rapidement évoquer un peu plus loin, en fait, utilisent le massif forestier et calcaire pour nicher et se reproduire, et vient s'alimenter plutôt dans les plaines agricoles, au nord et au sud. Alors, au nord, la plaine du Comtat vénessin, qui démarre au nord de Saint-Rémy-de-Provence et qui se prolonge jusqu'à Carpentras, qui est liée aux grandes plaines fluviales. Et puis au sud, la crau humide, que vous voyez apparaître plutôt en vert fluo, et la crau sèche, qui nous concerne aussi un peu. Une partie du parc, il y a eu une extension récente de la réserve des couches de crau sur le parc des Alpilles, avec des milieux tout à fait exceptionnels, qui sont les derniers milieux stépiques, quasi désertiques qu'on a en Europe, et qui sont la trace de l'ancien delta de la Durance. Donc la Durance de nos jours se jette pignon, mais pendant longtemps, elle a traversé les Alpes au niveau notamment du vallon des Gloges ou du secteur de Sénas-la-Manon pour se jeter dans la mer, ouvrant un immense delta. Et une des traces de ce delta, c'est notamment ces milieux de Coussou avec beaucoup de galets, qui sont une trace historique de ces formations géologiques. Et puis, on a une particularité que j'évoquerai aussi rapidement, là, et c'est la présence mal connue de marais au sud du territoire des Alpes, sur ce qu'on appelle le marais. Euh, c'est des espaces aussi tout à fait remarquables. Donc, on comprend pas mal de nos richesses écologiques, patrimoniales, par cette entrée un peu géographique. Permet aussi de resituer en dézoomant encore plus le fait que les zones méditerranéennes, alors j'ai mis un petit diagramme climatique, mais qui est déterminant. Donc, il y a relativement peu de zones type méditerranéenne dans le monde. Alors, la carto ne positionne pas les zones méditerranéennes ou typiquement méditerranéennes. Il y en a dans le sud de l'Amérique, Afrique du Sud et un peu en Australie, mais plutôt les hotspots de biodiversité. Il y en a une quarantaine au niveau mondial et on voit que la zone méditerranéenne en fait partie. Et donc, la zone méditerranéenne sont des zones qui croisent à la fois des niveaux d'enjeux anthropiques, de pression humaine, et des niveaux de richesse biologique, notamment touristique, très importante. Voilà. On peut dire qu'on vit dans un secteur qui est d'importance au niveau mondial. Donc le climat, donc moi je défends assez souvent la méditerranéité, on va dire, l'importance du caractère méditerranéen de nos espaces, qui nous distingue quand même pas mal d'une bonne partie du reste du territoire national, et sur lequel parfois voilà, on oublie un peu ces caractéristiques assez déterminantes. Et donc, c'est un climat à été sec et hiver doux, ce qui est relativement rare au niveau mondial et qui explique aussi beaucoup de particularités et la présence vraiment d'une faune et d'une flore typiquement méditerranéenne. Et c'est celle qui, en plus, se trouve être
souvent la plus menacée et sur lequel on a des niveaux d'enjeux de conservation les plus importants. La carte de droite signifie juste que, en fait, les Alpilles sont un des derniers prolongements, on va dire, de relief à l'intérieur de ces plaines alluviales. Et ça illustre un petit peu, encore un peu plus, ce caractère de fonctionnement au milieu des plaines. Une dernière carte de situation, là sous un angle qui est lié à Natura 2000, qui sont des périmètres de gestion liés à des directives européennes, mais c'est qu'on a des... Alors là, tout ce que vous voyez apparaître en termes de couleurs, c'est tous les secteurs sur lesquels il y a des grands enjeux au faune flore. Donc on voit qu'à peu près 70% du territoire est concerné, ce qui est très important, ce qui nous met dans les records, on va dire, au niveau national, même pour les parcs naturels régionaux. Donc, forte présence de ces périmètres. On voit la nuance, qui est aussi concernée par Natura 2000, les ripisylves et tout simplement tous les écosystèmes qui sont liés aux cours d'eau et aux zones humides. En bleu et en rouge, là, c'est plutôt massif, avec quelques satellites. Je crois qu'on a perdu. Il y a une zone très intéressante qui s'appelle la colline de la Cabre, un peu Sénas, sur lequel on travaille. Au nord de Saint-Rémy, il y a la zone de la Petite Croix qui est très intéressante avec des milieux proches des Coussous, à Galets et à Pelosèche dont je parlais. Et puis, donc en rose, vous avez plus qui est plus à rattacher aux écosystèmes type Camarguais. Et d'ailleurs, cet espace a été rattaché à la réserve UNESCO de la Camargue. Donc on est un des types d'écosystèmes et c'est même des secteurs qui sont classés en secteur d'expansion des crues du Rhône. Donc il y a un lien fort avec le phénomène camarguais en couleur plutôt jaune moutarde. Vous avez plutôt ce qui est lié à la crau, sèche ou crau humide, et puis il y a un rattachement, mais qui est plus anecdotique, au garrigue de Lançon, à des milieux collinaires sur la partie de... Voilà, si on rezoome un peu plus sur la partie, on va dire, de massif, à l'intérieur du massif, là aussi, on peut décliner des mosaïques et une diversité de milieux. Là, il y a bien sûr les milieux de relief, de falaises, de carrières, beaucoup de carrières sur le territoire, avec souvent par des colonies d'intérêt national au niveau des chauves-souris, des chiroptères, une quinzaine d'espèces de chauves-souris sur le territoire. C'est des éléments qui sont un peu moins touristiques parce que souvent, là où il y a des colonies de chauves-souris, il y a des interdictions d'accès, donc c'est pas une dimension touristique, mais je l'évoque quand même, puisque on fait partie des 3 sites les plus importants des chauves-souris de la région PACA, région qui est elle-même la région en France la plus riche en... C'est pour les oiseaux, on est dans les 5 sites les plus importants de la région. Et donc, vous avez représenté aussi des milieux alors, de mosaïque agricole, hein, plus ou moins voilà, diversifiés, vignes, oliviers essentiellement, pas que. Les milieux, même s'ils sont souvent très limités, mais liés au fond de vallon et à ce qu'on ici, sur le territoire, on appelle des godres, des cours d'eau temporaires. C'est un peu le fonctionnement des ZWED, mais ils sont souvent liés à ce qu'on appelle des ripisylves, des formations forestières avec notamment la présence dans le paysage de ces peupliers blancs, que certains appellent des bouleaux, avec ce tronc blanc, mais c'est bien des peupliers blancs avec sol, sont des frênes. Et donc, voilà, ça à la diversité. Là, sur ce dessin, on voit aussi apparaître des milieux qui sont pâturés par les troupeaux ovins. On a de plus en plus de caprins et des troupeaux bovins aussi sur le territoire. Une cinquantaine d'unités pastorales et il y a un lien fort important avec la biodiversité. Mais on voit aussi apparaître des milieux forestiers. Vous avez quelques chiffres de diversité globaux
qui apparaissent et deux représentations, on va voir un peu plus loin, de ce fameux aigle de Bonelli, falaise. Il y a une trentaine de couples au niveau national sur le territoire. Et puis, une espèce moins bien connue, parce que plus rare, qui est le vautour percnoptère, qui est aussi présent sur le territoire, qui lui est un migrateur qui va arriver au mois de mars d'Afrique. Donc sur ces milieux de falaise, ben voilà, un petit retour. Je vais te parler des deux espèces principales qui sont avec des hauts niveaux de conservation. Vous voyez que le vautour percnoptère est donc le plus petit des vautours. Quand on a la chance de l'observer sur le territoire. Et puis on a dans nos falaises la plus grande densité en Europe de hibou et 100 couples nicheurs de en fait des chiffres très très importants et qui fait que ben, pour le tourisme ornithologique notamment, moi je connais des gens qui font plusieurs centaines de kilomètres pour venir dans les Alpilles observer des grands-ducs parce que c'est un des secteurs en France, on va dire, où on l'observe le plus facilement. Il y a aussi des oiseaux plus petits, mais qui sont parfois très recherchés par les ornithologues. Alors, vous avez cet oiseau aux couleurs marquées, là, le Ticodrome échelette, qui est une espèce qui est hivernante, qui passe la plus grande dans les Alpes, et il vient passer l'hiver chez nous, notamment, pas uniquement une espèce relativement commune qu'on peut assez bien observer. Il a un nom rigolo en provençal, qui est le parpaillum, faisant référence au papillon. On voit un peu que ses ailes peuvent faire penser au papillon. À peu près la taille d'un merle pour situer. Et on a deux espèces aussi proches des merles qui sont nicheuses dans nos falaises, monticole de roche et le monticole bleu, qui sont plutôt des espèces plutôt migratrices et qu'on peut aussi facilement observer sur le territoire. J'ai parlé des chauves-souris, elles sont dans les cavités, on va dire, les carrières, les grottes, mais elles sont aussi dans les fissures des falaises. Et donc, dans les enjeux qu'on essaye de défendre, notamment vis-à-vis de l'escalade ou de certains travaux, il y a la question de ces espèces. Et puis, les milieux de falaises sont souvent très riches avec une flore qui est plutôt discrète, mais on a de la flore patrimoniale protégée, notamment des fougères qui sont présentes dans nos falaises. Et là, il y a aussi un enjeu, même si les milieux de falaises ne sont pas les plus menacés ou concernés par des impacts. Voilà, il y a aussi une vigilance à avoir. Alors, les milieux de forêt, là, j'ai mis une représentation plutôt de milieux. Ils sont assez diversifiés sur le territoire. J'ai dit qu'on avait principalement du chêne vert, du pin d'Alep, mais on peut aussi avoir du chêne blanc sur plutôt les parties au nord du territoire. Et, et aussi l'érable de Montpellier, plutôt sur la partie est du territoire, ou le frêne à fleurs sur les forêts de Saint-Étienne-du-Grèce notamment. Alors les milieux forestiers ont bien sûr une richesse écologique, mais c'est pas là où on trouve le plus d'espèces, ou en tout cas les espèces les plus rares, notamment dans les milieux de pinèdes. Quand ils sont denses, c'est des milieux qui restent relativement pauvres en termes de biodiversité, mais on a quand même quelques espèces, notamment ce très bel oiseau qu'on voit facilement dans les Alpilles. Quand vous voyez un rapace dans les Alpilles sur la période estivale, à partir du mois d'avril, ça a de grandes chances d'être cet aigle, qui s'appelle le circaète Jean Leblanc, dont on voit qu'il est tout blanc en dessous. L'aigle de Bonelli a uniquement le plastron qui est blanc. Et puis, on voit de plus en plus Milan noir, qui est une espèce plutôt charognarde qui se développe, sur lequel il n'y a pas vraiment de menace. Mais celui-là est vraiment patrimonial. Il vit, enfin,
il se reproduit et niche dans les milieux forestiers qui sont les plus tranquilles, les plus sauvages. On en a quelques-uns dans les Alpilles. Et par contre, il s'alimente et il illustre bien la diversité des milieux qui est un peu nécessaire à cette diversité biologique. Et, il s'alimente plutôt dans les zones ouvertes de garrigues, puisqu'il se nourrit essentiellement de lézards et de serpents. Donc, il trouve plutôt dans les milieux ouverts. Je passe sur les milieux aussi très fréquents dans les Alpilles de pelouse sèche et de garrigues plus ou moins denses, et qui sont souvent pâturés. Là, on voit une illustration de l'impact favorable du pâturage. Alors, vous aurez ma collègue Marjorie qui vous en parlera longuement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à partir des années 90, il y a eu des volontés assez fortes des communes de lutter, de prévenir les risques d'incendie. C'est passé beaucoup par la remise en place de troupeaux sur le territoire. On a la proximité de la Croix et donc une demande des éleveurs de venir pâturer. Et donc un travail d'entretien de la végétation qui est favorable à la prévention des incendies, favorable au paysage aussi, même si c'est un peu plus subjectif, et puis favorable à la biodiversité. Là, on voit qu'en fait, on a là aussi un exemple encore plus, on va dire, précis de mosaïque de milieu, notamment nous, ce qu'on appelle l'alvéolaire. Dans le traitement de la végétation qu'on essaye de faire, c'est des traitements un peu hétérogènes, où qu'on maintient des zones un peu boisées, on appelle des mattes de végétation arborée, et puis entre ces îlots un peu forestiers, il y a des zones plus ouvertes, forestières, de pelouse méditerranéenne, et c'est dans ces milieux-là qu'on voit au premier plan qu'il y a la plus grande diversité floristique, avec souvent des espèces type orchidées, tulipes sauvages, des iris nains, et puis une grande diversité de plantes, souvent beaucoup discrètes, petites, des annuelles, et on peut trouver jusqu'à une centaine d'espèces botaniques au mètre carré sur ce type de milieu, qui est directement dépendant de la présence des troupeaux qui font ce travail d'entretien un peu hétérogène, assez différent de l'entretien mécanique, qui est souvent aussi nécessaire, complémentaire. Mais voilà. Dans ces milieux très ouverts, notamment pâturés, on a encore la chance d'avoir alors, on a beaucoup de Méditerranéens qui sont présents dans ces garrigues, mais notamment encore sur quelques secteurs du territoire, même si c'est une espèce qui est maintenant très menacée, qui s'appelle le Trachéoréa. Voilà, et qui est lui, j'ai mis cette espèce parce qu'elle est vraiment liée à des milieux qui sont très ouverts et très bien pâturés. Euh, si des milieux post-incendie, qui est la question, puisque je sais que on entend parfois que le passage des feux est bénéfique à un système. C'est des choses qui sont à prendre un peu avec précaution et à nuancer, puisque les incendies, en tout cas, grande surface, à des périodes qui menacent la faune peu mobile. Donc il y a un impact écologique qui est pas négligeable, et puis une remise à zéro des milieux, et qui va un peu à l'encontre de la mosaïque de milieux que j'ai essayé d'expliquer. Mais en tout cas, voilà, il y a certaines espèces qui sont vraiment liées à des milieux très ouverts et qui disparaissent, puisque on est un des derniers secteurs de la région à avoir encore, en tout cas, cette espèce-là qui se raréfie beaucoup. Une espèce beaucoup plus fréquente, on peut assez facilement voir et surtout entendre sur le territoire, qui s'appelle la fauvette pitchou et qui, elle, est plutôt liée à des milieux, donc là on le voit, une bonne densité d'épineux, euh, notamment en chêne de kermesse, ou les différents sur le territoire. Mais elle est rattachée aux garrigues. Et puis on a toute une diversité d'insectes. Alors, et les, et les, ce qu'on appelle les orthoptères, les criquets et les sauterelles, c'est la plus grande diversité
en termes d'insectes qu'on a liés à ces milieux de pelouse sèche. Papillon illustre notamment la présence de fleurs. C'est des milieux qui sont, qui sont très fleuris, en tout cas une partie du printemps, même si les fleurs disparaissent assez tôt, suivant la météo. Mais on arrive à avoir des milieux très fleuris, et donc avec une bonne diversité de papillons, et puis illustration d'une des orchidées, on a une trentaine d'espèces d'orchidées sur le territoire, qui sont aussi, alors même s'il y a des orchidées forestières, plutôt liées à ces milieux ouverts de glace. On a aussi une richesse des milieux agricoles, pour une raison aussi liée au fait au type de filière agricole qu'on a sur le territoire. Vignes, oliviers, les prés de Foncroc, la présence de haies. On a des réseaux bocagers qui sont encore bien en place sur le territoire. Un des derniers secteurs méditerranéens où les haies se maintiennent, c'est lié aussi aux canaux d'irrigation qu'on a sur le territoire, qui amènent aussi une diversité écologique également. Et donc, on a plutôt des filières agricoles, même si c'est pas systématique, mais qui sont à mettre dans des filières plutôt extensives, en tout cas peu intensives en termes d'utilisation d'intrants, produits phyto. Et donc, ça crée des milieux qui sont supports de biodiversité. Et donc, il y a aussi toute une faune et une flore aussi qui est liée à ces milieux agricoles. Donc, pour citer juste un exemple sur la viticulture, enfin sur les domaines bio, on est à 95% des vignes qu'on a sur le territoire qui sont en bio. Donc, voilà, avec un donnement l'utilisation des produits phyto. Pour l'olivier, ça progresse aussi beaucoup, même si bon, c'est un peu à nuancer sur les problématiques à certaines années avec la mouche de l'olivier, mais en tout cas, les pratiques se sont beaucoup améliorées à tout niveau, au niveau de l'environnement. C'est des milieux qui sont de plus en plus accueillants, on va dire, pour la flore. Alors, dans les milieux, notamment de foin de croc, les milieux de grande culture, on a la présence de cette espèce très patrimoniale, maintenant très rare en France, qui s'appelle l'outarde canne-petière. Et je sais que ça fait partie des espèces qui sont concernées par l'écotourisme, le tourisme ornithologique, puisque c'est une espèce qu'on peut assez facilement observer sans trop de dérangement. Aussi des migrateurs. Tout à l'heure, je vous parlais du grand-duc. Là, c'est une espèce qui s'appelle le petit-duc, et qui est lui plus lié notamment aux haies, aux arbres à cavité. Il est nicheur dans les arbres à cavité, mais dans les suivis qu'on a pu réaliser sur cette espèce, elle est très souvent des milieux dans les haies qui se présentent sur le territoire, d'où un enjeu pour nous de travailler avec le monde agricole sur le maintien, la préservation, voire la replantation de haies sur le territoire. De très bel oiseau qui nous vient d'Afrique du Sud. C'est à peu près la taille d'un jet, donc quand on sait qu'il vient vraiment du sud de l'Afrique, ça arrive au mois d'avril environ, qui est nicheur sur le territoire. C'est assez prodigieux pour ce type d'oiseau qui est quand même une taille assez importante et qui n'est pas un planeur. Lui aussi va utiliser beaucoup les milieux arborés qui sont proches des milieux agricoles. Il se nourrit exclusivement de gros insectes qu'il trouve plutôt dans les zones de culture. Et il va nicher plutôt ça peut être des haies, mais très souvent aussi les ripisylves que je citais précédemment, qui sont notamment avec de bois tendre, notamment le peuplier blanc. Donc, il utilise les cavités qui sont créées par les pics, notamment. Il creuse pas lui-même ces cavités, mais il utilise des cavités existantes. Et, voilà, donc, très bel oiseau qui est moins connu, je pense, que le guépier. Alors, le guépier, lui, est très bien présent C'est vraiment une espèce qu'on peut voir facilement sur le territoire, qui niche plutôt dans les milieux type sablière. On a un certain nombre de secteurs
qui sont présents sur le territoire, mais sinon, il est très nicheur, soit en Camargue, soit en Durance, et il fait pas mal de facilement le voir et ou l'entendre. Il a aussi un cri qui est très facilement discernable. Et donc, c'est un migrateur d'Afrique. Lui se nourrit, un peu comme son nom l'indique, plutôt alors, d'hyménoptères, frelons, abeilles. Un mot très rapide, mais pour dire aussi que là, je vous ai plutôt parlé d'espèces, on va dire, liées à l'espace agricole ou naturel, qui sont les éléments de biodiversité les plus importants si on raisonne en termes d'enjeux de conservation, puisque beaucoup des espèces que j'ai citées sont rares à l'échelle française ou européenne. Mais on se préoccupe aussi de la biodiversité qui est plus ordinaire, notamment que une collègue qui travaille pas mal sur la végétalisation, enfin des collègues qui travaillent sur la végétalisation, la désimperméabilisation, c'est-à-dire l'action au niveau de nos villages en faveur de la biodiversité plus ordinaire. Et là, on peut aussi, une espèce commune qui quand même se raréfie aussi pas mal. Et là, j'ai mis deux oiseaux qui font partie aussi des espèces anciennement communes, plutôt liées à nos villes et villages, le verdier d'Europe, le moineau, mais dont on s'aperçoit que malheureusement, les constats sont au déclin très fort, très marqué pour ces espèces aussi, ce qui est un peu alarmant. Et puis aussi dans nos villages, on a parfois des espèces patrimoniales liées. Là, j'ai mis une des libellules euh, qui a été trouvée qui est vue régulièrement dans nos villages, tout simplement parce que nos villages sont traversés souvent par des canaux. Et donc, je le disais tout à l'heure, de biodiversité. Donc voilà, il faut considérer la biodiversité remarquable, mais aussi celle qui est ordinaire. Et donc, c'est une de nos missions au niveau du parc. Là-dessus, j'en ai presque terminé. Dernier type de milieu, qui sont les zones humides. Alors, les Alpes ne sont pas tellement connus pour leur... Pour une raison aussi assez simple, même si on a presque 2000 hectares de zones humides, en tout cas au sud du territoire, c'est que ce sont des espaces privés, plutôt privés, qui est la réserve naturelle régionale de Lilon, qui appartient au Conservatoire du littoral et qui est géré par le parc, par la conservatrice travaille au parc des Alpes, elle s'appelle Delphine Haas. Et à part cet espace-là, qui fait environ 200 hectares, le reste est concerné par des grands domaines agricoles. Et donc, beaucoup moins facile d'accès, on va dire, et donc beaucoup moins connu, mais c'est des milieux tout à fait remarquables aussi, et ça c'est l'illustration qu'on voit en haut, par rapport là aussi à la diversité des milieux, c'est-à-dire que c'est souvent des zones humides qui sont très proches de milieux forestiers, de milieux calcaires, enfin de milieux rupestres, mais aussi qui sont tout proches des zones de la crau, qui sont stépiques. Et donc, grande contraste au niveau des milieux et donc grande richesse écologique sur cet espace, avec différents types de zones humides. On a des roselières, on a des prairies humides, on a des ripisylves, donc qui sont ces forêts riveraines, on va dire. Donc, c'est des secteurs où on a la plus grande diversité en France au niveau des libellules, une cinquantaine d'espèces, certaines endémiques qui sont présentes que sur ce... Euh, On te perd, Jean-Michel, un- au niveau du micro, les coupures sont de plus en plus longues. Je ne sais pas ah, si ta connexion est instable ou pas, mais d'accord, c'était des micro-coupures au début, et là, les coupures dans les phrases sont de plus en plus longues. mince, j'ai touché à rien. Bon, de toute façon, voilà, j'en ai presque terminé. Une illustration du héron pourpre qui fait aussi partie des espèces
très belle à observer, qui est présent nicheur sur le territoire. Le petit diagramme que vous voyez apparaître, c'est une illustration d'un phénomène écologique qui est très remarquable, qui s'appelle des lorons, c'est des résurgences, notamment de la nappe de Crau aussi, et qui forment des milieux voilà, de résurgence d'eau qui sont très rares et très intéressants au niveau écologique. Voilà, j'en termine juste avec une info, mais vous y reviendrez avec ma collègue Marjorie sur les problématiques d'élevage. L'arrivée du loup, on est sur le front de colonisation du loup sur le territoire. Donc on est mobilisé avec plusieurs collègues au niveau du parc et de l'OFB sur ces questions de suivi, d'accompagnement aussi, notamment au niveau des élevages en place, et de la sensibilisation dont on pourra reparler ensemble auprès du public et des touristes vis-à-vis des comportements à avoir, vis-à-vis des chiens de protection qui sont de plus en plus présents sur le territoire. Alors, souvent de façon saisonnière, parce que, en tout cas pour les ovins, il y a très peu de troupeaux qui sont présents toute l'année, donc ils sont plutôt là vers début du printemps, avant de monter en estive. Mais quand même, moi, je sais, pour l'avoir vu, mais même pour l'avoir vécu, que comment à avoir avec ces chiens de protection. Alors, c'est très souvent des patous. Alors, on appelle les chiens de protection des patous de façon générale, mais le patou est plutôt lié à une espèce qui est le chien des Pyrénées, hein, qui est l'espèce de Belle et Sébastien. On a une arrivée récente. Là, je vous ai mis une photo d'un Kangal qui sont des bergers d'Anatolie. Aussi, ça traduit un peu un durcissement. Donc, il y a une augmentation des attaques, hein. Nous, on suit ça. Il y en a une semaine sur le territoire. Donc, les bergers s'équipent de chiens, et notamment celui-ci, contrairement au patou classique qui est là pour aboyer, celui-ci est ce qui a été élevé pour tuer le loup. Donc, c'est des enjeux qui sont un peu différents. Normalement, ils sont. Voilà, l'éleveur s'assure que voilà, il ne peut pas y avoir trop d'accidents ou de problèmes, mais malheureusement, ça arrive. Et souvent par des mauvais comportements des touristes. C'est une de nos missions, un de nos enjeux de les bonnes pratiques, les bons comportements à avoir en cas de rencontre. Évoqué, il y a des choses assez simples, même si je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment traumatisés, qui sont terrifiés par juste le fait d'être aboyé dessus. Donc, c'est des questions qui sont loin d'être faciles et aussi avec une question qui est vraiment pas simple pour les gens qui ont avec leurs chiens domestiques. Et où là, c'est vraiment des choses qui sont pas très à leur évoquer éventuellement. Voilà, dernière diapo. Là aussi, vous aurez d'autres collègues qui vous en parleront, mais l'ensemble des éléments de faune et de flore que je vous ai cités, euh, subissent un déclin qui est généralisé, qui est lié à beaucoup de phénomènes, les phénomènes de réalisation des sols, hein, divers et variés, mais aussi le développement des activités de pleine nature et l'augmentation de la fréquentation du territoire. Et donc là aussi, on travaille au niveau du parc pour que les conciliations, parce que souvent il y a des conciliations possibles. Je citais l'exemple des cavités de chauve-souris où malheureusement, mais c'est un peu une exception, pas trop de conciliation possible avec la fréquence. Les spécialistes et les autorités des dispositifs pour éviter la pénétration du public dans un certain nombre de cavités. Mais sinon, en tout cas, pour les activités qu'on voit apparaître,
solutions. Là aussi, si les bonnes pratiques, si les bons secteurs, si voilà, s'il y a un effort sur le cadrage des activités qui est fait et pour éviter au maximum un phénomène un peu anarchique, bon, qui nous touche quand même, mais sur lequel il y a quand même quelques solutions qui existent, sur lesquelles on travaille. Voilà, ça c'était plutôt les éléments de ressources, mais que vous recevrez qu'a fait apparaître Basile, mais que diapo pour aller plus loin si vous voulez. Et puis, ben, moi, je peux prendre des questions éventuellement si vous en avez. Merci Jean-Michel pour Je cette vais les... présentation très complète. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas à lever la main, à prendre la parole en activant vos micros par rapport à ce qui a été dit, des points à préciser, des éléments qui n'étaient pas clairs ou n'hésitez pas, c'est le moment. Oui, bonjour à tous, Marie, Office de tourisme des Baux-de-Provence. Je voulais juste savoir comment se passe la cohabitation avec de plus en plus de randonneurs, de plus en plus de sports donc liés à la nature et le loisir de plein air, et la chasse qui est elle aussi ultra présente dans ce secteur et pendant des périodes relativement longues. Est-ce qu'on arrive à trouver des compromis justement avec la fédération, les chasseurs locaux? Parce que de notre point de vue, les remarques sont de plus en plus fréquentes entre les randonneurs qui se trouvent nez à nez avec des chasseurs et dont, en général, la rencontre ne se passe pas toujours très bien. Voilà, merci. Merci Marie. Tout à fait, question très importante. Vous l'évoquerez, vous pourrez la réévoquer avec ma collègue Virginie qui travaille, elle, plus directement sur ces questions de fréquentation. Bien sûr, je connais cette problématique-là. Je pense qu'il n'y a pas de réponse globale existante et les avancées que j'ai pu voir, moi, sont un peu au cas par cas. C'est-à-dire que chaque fois, vous avez sur chacune des communes des sociétés de chasse. Donc, ils sont plus ou moins disposés. C'est aussi notre rôle d'agir en faveur d'une bonne concertation avec eux. Moi, j'ai connu des démarches de communes, alors à la fois les services communaux, enfin, les élus notamment, communaux, ou à leur côté, j'ai quelques exemples en tête, avec une discussion avec les sociétés de chasse pour faire en sorte que, notamment, ça peut se jouer sur le calendrier de chasse, on évite les secteurs les plus fréquentés, notamment pendant les périodes de week-end ou pendant les périodes un peu d'affluence. Alors, ça, vous le savez, même si les périodes de chasse se sont élargies, notamment au niveau des battues à sanglier, qui reste une vraie question, hein, le sanglier étant, on va dire, tellement présent que les battues sont possiblement euh, en place toute l'année. Mais sinon, pour les autres types de chasse, c'est plutôt la période. Là, il y a peut-être une médiation, une réflexion à avoir s'il y a des problèmes localisés pour notamment éviter les périodes de week-end ou pour créer des réserves de chasse. Ça, c'est possible pour toutes les sociétés de chasse. Elles sont même normalement censées en avoir. Toutes secteurs qui, comme son nom l'indique, ne sont pas chassés par les sociétés de chasse. Alors ça, c'est dans le cas de figure des sociétés communales de chasse. Après, vous avez beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit ce à quoi vous pensez au beau, en tout cas. Vous avez beaucoup de secteurs qui sont des chasses privées, donc qui appartiennent c'est des grands domaines privés sur lesquels bah, il y a un certain nombre de chasseurs, hein, qui est souvent plus limité, mais qui payent un droit de chasse aux propriétaires. Et donc là, il y a des enjeux financiers qui parfois compliquent un peu les choses, hein, je vous laisse imaginer. Bon, là, j'ai en tête notamment
un secteur sur lequel on travaille actuellement, qui c'est le secteur des OPI, sur Oreille et sur Eguerre, et où là, on a à la fois une société communale de chasse, et là, il y a un exemple avec qui ça se passe très bien, et on arrive à discuter, notamment de ces enjeux. Après, il y a des secteurs de chasse privée, notamment, où ça reste plus compliqué. Donc, à mon sens, il n'y a pas de possibilité de discussion vraiment avec la Fédé de chasse, parce que ça, c'est une échelle macro et chasse n'a pas vraiment voilà, de prérogative pour, on va dire, interdire la chasse ou la différer d'une façon générale. Je parle même pas de la réglementation qui se fait à niveau national, hein, il y a des lois qui existent, qui réglementent la chasse. Mais bon, vous savez comme moi que le lobby des chasseurs est assez puissant, y compris dans les communes. Et donc, moi, je trouve tout à fait logique ce que vous dites, et j'ai vu des choses un peu choquantes avec la présence de chasseurs en activité au milieu de beaucoup de monde, et ça peut être assez choquant, surtout que enfin, c'est souvent un peu médiatisé, mais il y a aussi beaucoup d'accidents de chasse, hein. C'est des choses qui, malheureusement, arrivent. Et en tout cas, pour la chasse au sanglier, la portée des balles de sanglier peut être de 2 à 3 kilomètres. Et c'est des balles qui rebondissent. Donc, voilà, je vous laisse un peu imaginer le niveau d'enjeu. Et donc, voilà, c'est clairement ces questions de conciliation avec la chasse dans nos missions. Après, quand les élus concernés ont pas la volonté de se mobiliser, euh, et des sociétés de chasse qui, parfois, pour certaines d'entre elles, sont assez peu disposées à ce dont on parle, c'est compliqué. Mais quand le cas est là, nous, on peut venir en appui, essayer de trouver des solutions qui sont souvent des questions de partage, hein, de partage à la fois de l'espace et du temps et des périodes les plus fréquentées. Je pense que c'est la voie logique qu'on peut avoir. Une interdiction de la chasse que peut-être certains aimeraient, connaissant un peu le contexte, on n'y est pas du tout, hein. Merci. Je voulais juste compléter le propos de Jean-Michel en disant que dans les démarches qu'on mène sur les différentes filières écotouristiques et là plus précisément actuellement sur le VTT et le gravel, on inclut les sociétés de chasse dans les processus de décision, de choix des itinéraires pour être sûr, pour garantir un maximum de sécurité pour les pratiquants. Et l'autre chose, c'est que là, c'est un travail de longue haleine, c'est qu'on essaie de recueillir auprès des sociétés de chasse les informations sur les jours de chasse et sur les battues qui sont menées. Et on ne désespère pas un jour de pouvoir proposer cette information sur notre site internet, une sorte de calendrier ou de planning qui permettrait au public d'avoir un peu plus de précision sur là où il peut se promener ou moins en fonction des jours de chasse et de battues. Mais Ça, c'est c'est une bonne chose. très très long. Et c'est très compliqué à mettre en place. Mais voilà, c'est un travail qu'on a commencé dès le travail sur la nouvelle charte du parc. Donc il y a plusieurs années déjà et ça prendra encore du temps. Mais on est conscient de ces problématiques. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors Christophe. Alors, très bien Christophe, très bonne question, merci. Alors dans les ressources que j'ai indiquées dans la dernière diapo du webinaire, on a pas mal de sites web et des publications. J'ai mis un lien vers les publications du département des Bouches-du-Rhône qui a fait des très jolis livrets de très bonne qualité qui présentent la biodiversité du département. Je vous ai remis un lien vers Chemin des Parcs, mais que vous connaissez sans doute tous ou presque, qui vous propose des parcours et des itinéraires qui sont vérifiés, c'est-à-dire on sait qu'il n'y a pas de risque de dérangement des espèces. On sait que c'est des endroits où il n'y a pas de problématique de foncier également par rapport à des sites collaboratifs sur lesquels il y a peu
peu, voire pas du tout de vérification. Et puis, la meilleure façon de découvrir le patrimoine naturel des Alpilles, effectivement, c'est de faire appel à des professionnels, à des guides. Le bureau des guides naturalistes en fait partie. Il y a aussi Tours in Provence, mais d'autres professionnels sur le territoire vers qui se tourner pour avoir des activités proposées dans des lieux où on sait qu'il n'y a pas d'incidence sur les milieux naturels et pour avoir tout un tas d'informations qui permettent d'enrichir l'expérience. Je pourrais rajouter les ressources aussi en fin de diaporama. Y a-t-il d'autres questions? Je vois que Françoise est en train d'écrire. Oui, la Cabre d'Or. Merci Françoise de faire instant auto-promo. Effectivement, le jeu d'aventure de la Cabre d'Or qui permet, là on est plus sur une thématique de légende, voilà, d'histoire légendaire des Alpilles, mais ça permet effectivement, via les 6 parcours, de découvrir les différents patrimoines naturels des Alpilles. Et la Cabre d'Or est disponible dans les différents offices de tourisme et à la maison du parc également. Y a-t-il d'autres questions? Vous pouvez toujours, le cas échéant, me poser les questions par mail et j'intégrerai les réponses aussi dans une sorte de compte-rendu. Je vous transmettrai le support diapo, bien entendu. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier de votre participation. Je vous donne rendez-vous fin février pour ceux qui sont disponibles et intéressés pour parler de la forêt. Donc, le vendredi 27 février pour parler de forêt. Donc, quand on parle de forêt, donc bien sûr, on va reprendre des choses qui ont été évoquées par Jean-Michel, mais on va aussi aborder des questions que vous avez peut-être, vous, de la part du public ou de vos clients. C'est d'expliquer comment se passe la gestion forestière dans les Alpilles, pourquoi à certains endroits, on trouve des coupes qui peuvent être un petit peu impressionnantes au niveau visuel, et bien comprendre comment cette forêt est gérée, puisque le parc œuvre directement, notamment pour la DFCI, sur la forêt. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas à vous inscrire. Je referai passer le formulaire d'inscription pour vous inscrire au prochain webinaire. Vous retrouvez donc le webinaire en replay sur notre site internet, mais on vous mettra le lien également très rapidement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vois que Françoise est en train d'écrire, donc je vais attendre qu'elle ait fini sa question. Et ben voilà, merci pour ces remerciements, Françoise. On a tenu le timing, c'est parfait. Merci encore à Jean-Michel d'avoir été le premier à participer, à mener ces webinaires. Bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt et j'espère pour le prochain webinaire, fin février. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.